Chapitre 9, Violet. De retour en classe, ce Planéto, Corample, Math, 789 PC, notre professeur embraya directement sur la 6e comadie. Donc, sans transition aucune, la 6e table de la loi explique la hiérarchie du pouvoir et les inégalités. L'égalité est une utopie promue par les faibles et la masse pour se disculper de l'échec ou justifier une situation misérable. Qu'on le veuille ou non, dans toute organisation, il y a une hiérarchie du pouvoir, et ce, quel que soit le domaine. Si vous deviez sacrifier une partie de votre corps, entre le gros orteil et le poumon, que choisiriez-vous? Lorsque l'on considère une civilisation, nous avons aussi affaire à une organisation, certes gigantesque, mais tout de même, une organisation. Si nous ne considérons pas cet aspect inégalitaire, nous enlevons tout simplement à l'homme ce qui le différencie de l'animal et l'invitons à nouveau à vivre seul tel un chien errant. Ainsi, une hiérarchie du pouvoir est fondamentale et elle est évidemment caractérisée par l'inégalité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la hiérarchie du pouvoir n'a rien à voir avec les classes sociales qui ont été étudiées dans la comadie précédente. Ces dernières sont le mécanisme de la civilisation alors que la hiérarchie du pouvoir en est le moteur. Les premières définissent l'espace et la seconde le mouvement. Afin d'évoluer dans la hiérarchie du pouvoir, il ne faut pas nécessairement être bien né, il faut faire preuve d'intelligence pour se différencier des autres. D'ailleurs, en accord avec le message comadissal, l'organisation de notre société favorise l'accession des plus coruscants aux classes sociales supérieures. Cependant, cela n'est pas forcément synonyme de gouvernance car les canons de pouvoir sont conditionnés par les catégories d'intelligence. Les types d'intelligence qui donnent forme aux différentes classes sociales sont chacune reliées à diverses sortes de pouvoirs dont la portée, la puissance et la finalité diffèrent. C'est par la combinaison de ces derniers que la hiérarchie du pouvoir se mit en place d'elle-même au cours des siècles passés et principalement au début de notre ère lors de la création de l'ODC. C'est en effet la combinaison harmonieuse de ces pouvoirs qui lie entre elles les classes sociales de notre monde. Les voies administratives permettant l'évolution des individus au sein de notre société sont multiples et complexes. Le professeur ne les a pas détaillées car elles sont absentes de cette comadie, laquelle ne donne judicieusement que les grandes lignes, libre à l'homme de s'organiser en conséquence. Avant de définir les 8 intelligences qui caractérisent un individu et qui sont la source des pouvoirs, j'annonce que je ne détaillerai pas celles qui composent l'ODC car toutes le définissent. Il est évident que pour faire partie du corps social suprême, il faut dépasser le stade polymath de rigueur réservé aux classes supérieures, mais bien atteindre celui que l'on pourrait qualifier des omnimaths. Tout d'abord, le pouvoir physique est déterminé par 2 types d'intelligence principalement liés au contrôle du corps et des sens. Touchant près de 97% de la population mondiale, l'intelligence visio-spatiale est la plus répandue. Certes, avec divers degrés d'intensité chez les personnes, elle est caractéristique de la base, de la sûreté, de la médecine ainsi que de la justice du peuple. Chez l'individu qui en fait preuve, elle développe des facultés liées à la mobilité, à l'orientation, mais aussi liées à la représentation, la modélisation et la précision des gestes. On comprend alors pourquoi cette intelligence est utile sur le plan productif pour la base, au niveau de la chirurgie pour la médecine, pour le déplacement des troupes de la sûreté et la gestion du terrain, et enfin au niveau de la justice du peuple pour bien se représenter ce qui a été commis et comment le juger. L'intelligence corporelle kinesthésique, quant à elle, est plus restreinte. Elle se manifeste essentiellement dans la sûreté, la politique et la médecine. Comme elle est liée à la maîtrise du corps, elle se remarque sous divers aspects selon la classe sociale qui en fait preuve. Par exemple, en médecine, on parle de la dextérité d'un praticien à opérer un patient. En politique, cette intelligence est plutôt liée à la communication corporelle, à la gestuelle. Enfin, pour la sûreté, elle fait référence à la projection des mouvements, à l'agilité et au fait de bien calculer ses gestes pour obtenir au sein de son espace proche le résultat souhaité. Dans le cas de la sûreté, on peut imaginer facilement une mission dans les montagnes où le terrain est escarpé. L'intelligence corporelle kinesthésique aidera l'agent sur le terrain à utiliser au mieux son corps pour passer des obstacles ou se sortir de situations périlleuses. De même, dans une situation de combat, c'est cette intelligence qui aidera un tireur à toucher sa cible. Voilà, je viens donc de vous expliquer les 2 aspects de l'intellect qui définissent le pouvoir physique. À présent, à travers les 6 formes d'intelligence restantes,
nous allons aborder les deux autres catégories de pouvoir. Dans ce paragraphe, je vais vous présenter les trois types d'intelligence qui caractérisent le pouvoir des réseaux liés aux interactions entre les personnes et les divers groupes sociaux. Premièrement, l'intelligence collective est la seconde intelligence la plus répandue car elle se manifeste dans la base. Elle touche un peu plus de 95% de la société et on la retrouve aussi dans la sûreté et la justice. Pour faire simple, c'est l'intelligence qui fait qu'un individu sait sa place et son rôle dans une organisation et fait en sorte d'optimiser ses actions pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble. La justice fait preuve de cette intelligence vis-à-vis des entités à juger afin de déterminer si ces dernières ont outrepassé leurs droits et n'ont pas respecté leurs devoirs. L'intelligence interpersonnelle ou émotionnelle est majoritairement répandue au sein de la sûreté, de la politique et de la justice. C'est un aspect essentiel du pouvoir des réseaux car, à force d'empathie et de savoir-être, chacun peut obtenir de l'autre les informations et les décisions qui le motivent. Pour la police et l'armée, cette intelligence prend forme sur le terrain lorsqu'un chef motive ses troupes, lorsqu'un suspect est interrogé, ou lorsqu'une brigade doit contenir une manifestation spontanée. Dans toutes ces circonstances, lire son prochain et adopter avec lui les bonnes attitudes peut vous sortir rapidement et facilement de certaines situations complexes. Pour ce qui est de la politique, on comprend bien que l'intelligence émotionnelle se manifeste par l'empathie des hommes et femmes politiques à essayer de résoudre les problèmes de la base. Enfin, lorsque vous appartenez à la justice, dans n'importe quelle de ces deux branches, il vous faut beaucoup de perspicacité pour lire entre les lignes et tirer les vers du nez des suspects. D'une certaine manière, les juges comme les autres membres de la justice doivent savoir établir diverses relations de confiance pour obtenir les informations nécessaires et convaincre les diverses parties avant la proclamation d'un jugement. Pour finir, le troisième aspect du pouvoir des réseaux est défini par l'intelligence verbale linguistique, bien utile pour l'interaction avec les groupes et les masses. C'est la force de persuasion, la rhétorique, l'humour, le bon mot, la répartie, voire même le charisme. On retrouve cette intelligence au sein de la justice pour les grands oratoires des défenseurs et des accusateurs, comme au sein de la politique pour convaincre les peuples du bien, fonder des mesures prises par un gouvernement ou des lois votées par une assemblée. À présent, nous allons aborder le troisième et dernier pouvoir, celui de la réflexion, lequel permet à son détenteur d'adopter les bonnes stratégies, de mieux comprendre le fonctionnement des choses et de penser plus vite que les autres. Isolé, c'est un pouvoir de faible amplitude. Par contre, associé au pouvoir des réseaux que nous venons de traiter, il en devient le catalyseur. La première intelligence à caractériser le pouvoir de réflexion est l'intelligence naturaliste. C'est l'aptitude à classer, organiser et définir tous les éléments du réel, que ce soit des objets, des êtres, des systèmes ou même des connaissances. On observe par exemple cette forme d'intelligence dans la police car les agents doivent savoir classifier les types de délits et les diverses actions à mener pour appliquer la loi et maintenir l'ordre. D'une manière évidente, cette intelligence est très développée au sein de la science dans son ensemble. Enfin, pour faire appliquer les lois, la justice doit aussi faire preuve d'intelligence naturaliste. Ensuite, l'intelligence intrapersonnelle est le second aspect du pouvoir de réflexion. C'est la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions, c'est cette intelligence qui permet de se remettre en cause, d'évoluer et de se dépasser. Typiquement, on l'observe chez les soldats dans l'armée, mais aussi dans la politique lorsqu'un gouvernant déchu sait se recycler pour revenir sur le devant de la scène. Enfin, on trouve la forme la plus pure d'intelligence intrapersonnelle dans la recherche où l'autocritique est un processus récurrent pour valider ses théories. Le pouvoir de réflexion est enfin complété par l'intelligence logico-mathématique qui est, comme son nom l'indique, liée à la capacité d'analyse des causes et conséquences, et des interactions entre les objets et systèmes. C'est cette faculté de mathématiser le réel afin de comprendre son fonctionnement. De toute évidence, on remarque cette intelligence au sein de la science, mais aussi de la justice dédiée afin de valider les théories de cette dernière à travers la science commerciale. Enfin, à moindre échelle, la politique fait également preuve d'intelligence logico-mathématique pour évaluer les impacts sociaux et économiques des diverses lois. Pour conclure sur cette sixième comédie, elle subdivise le pouvoir en 3 catégories, chacune caractérisée par une restriction des 8 formes d'intelligence. Selon les niveaux qu'arrive à atteindre un kidam,
il peut évoluer dans la hiérarchie du pouvoir en ouvrant les portes et en empruntant les escaliers érigés par l'ODC. La civilisation comadicale est une sorte de corps gigantesque dans lequel le pouvoir physique serait les membres, le pouvoir de réflexion le cerveau, et le pouvoir des réseaux le système nerveux reliant l'ensemble. Après l'étude de cette comadie, nous eûmes une pause de 15 minutes. Peu de temps avant de reprendre les cours, en allant acheter un gâteau, Arjuna croisa Alison qui revenait promptement des toilettes vers la salle de classe. « Ben alors, tu as perdu ta langue ?» Elle ne répondit pas et fixa son regard sur ses pieds qui avançaient à vive allure, tellement qu'elle ne vit pas la porte de la salle se refermer. Le choc résonna dans tout le couloir, s'ensuivirent presque instantanément les rires de ses camarades. Alison détella, et une fois de retour en classe, après que les railleries se furent, elle maudit Arjuna du regard. Nous avions tout un sourire en croissant de lune. Le cours reprit sur la 7e comadie. Celle-ci traite de la famille et de l'éducation, droits et devoirs, vertus et récompenses, certainement la comadie la moins intéressante qui explique comment gérer sa famille et élever ses enfants. Tant de préceptes dogmatisés difficiles à suivre et à appliquer. À cause de cela, les gens se côtoient peu en privé, par peur de la délation. Les affinités se lient dans le domaine public mais rarement dans l'intimité d'un chez-soi, angoissé qu'est le tout un chacun d'être dénoncé à l'ODC pour une pratique privée éventuellement contraire aux écrits de cette comadie. Je me rappelle de la première fois où j'ai connu Arjuna, il y a une paire d'années. On était en cours ensemble et on s'entendait bien. 3 semaines plus tard il m'invita chez lui pour jouer. Ma mère m'accompagnant, cela faillit être un incident diplomatique. Le parvis donnait directement sur le salon et à peine ma mère avait-elle dit bonjour qu'elle avait analysé la pièce. « Tiens, vous n'avez pas le Pentagone divin dans votre salon ?» Le père d'Arjuna qui nous recevait bien gentiment avait l'air très confus. Je me suis alors empressé de faire discrètement les gros yeux à ma mère qui comprit le message mais mit son temps à réagir. « Bah, vous avez bien raison, ça ne ferait pas joli dans votre beau séjour. » Une légère toquade sur le genou et elle termina. « Nous l'avons d'ailleurs aussi enlevé. Bon, je vous confie mon garnement. Vous voulez que je passe le récupérer vers quelle heure ? » Disons Sinera, comme ça il dînera avec nous. Ça te va s'avance ? Super. Un clin d'œil furtif, un signe de la main, je refermai la porte sur un sourire de ma mère. Voilà, le Pentagone sacré est par exemple le genre de détail qu'il est préférable de respecter. Pour en revenir à l'éducation proprement dite, les parents doivent savoir où sont leurs enfants tant que ceux-là sont sous leur responsabilité. Ils doivent réserver des plages horaires jusqu'à leurs 15 ans pour les aider et les assister dans la révision de leurs cours. L'enseignement, lui, est entièrement géré par l'ODC et les professeurs sont référents en matière d'orientation et de jugements éducatifs. Quel que soit le pays et son système politique, l'éducation reste la même et est garantie par l'ODC. On pourrait détailler un peu plus, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est vraiment pas la comédie qui m'intéresse. Et puis, entre nous, ce qui nous captive vraiment, c'est la signification de ce fameux message d'il y a 2 jours. J'avais d'ailleurs trouvé aujourd'hui une piste que je vous expliquerai après vous avoir présenté les 3 comédies restantes, lesquelles sont les plus importantes. La 8e table est en fait une synthèse des 7 premières. Elle résume par des phrases claires et précises les points les plus cruciaux déjà abordés. C'est elle qui met l'accent sur les points fondamentaux de la loi divine et qui met en exergue certains aspects des comédies que l'humanité doit appliquer au plus tôt et au mieux. C'est en quelque sorte une table des priorités. Par exemple, il y a 3 ans, les dieux se rendirent compte qu'au sein de la base, des groupes déviants adorant d'anciens dieux païens se formaient en secret. Ils modifièrent alors la 8e comédie qui laissa apparaître en première ligne l'injonction suivante, traduite dans les plus brefs délais par le Conseil de la Transcendance. L'humanité n'adorera que les comédies et ses dieux, les seuls créateurs de l'univers. Tout autre culte doit disparaître. Une large chasse aux sorcières fut donc lancée par l'ODC et la police de la sûreté. De nombreux groupes hérétiques furent dissous et leurs membres condamnés à mort. La 9e comédie présente les châtiments divins que des populations de tailles diverses peuvent subir. Foudre, épidémie, animaux fous, inondations, invasion d'insectes, pandémie, tsunami, tremblement de terre et j'en passe. À chaque faute son fléau. De plus, comme vous le savez déjà, les châtiments sont collectifs. Si un mari trompe sa femme,
toute sa famille et celle de sa maîtresse risquent par exemple une épidémie de grippe. De même, s'il se forme dans une ville un mouvement déviant comme ce fut le cas 3 ans auparavant dans une cité voisine, la police n'ayant pas arrêté ses membres suffisamment tôt, la ville fut secouée par un tremblement de terre. La plupart de ses habitants furent donc punis d'avoir laissé naître un tel mouvement. Je ne vais pas passer en revue toutes les corrections divines ni leur mode d'attribution. Cela serait long et inutile. Le principal est que vous compreniez à présent pourquoi la délation est une valeur morale de notre société. Fort heureusement, dans mon groupe d'amis, la discrétion nous permettait de la museler. Mais nous savions fort bien que depuis notre aventure forestière d'Espatium, la prudence était de mise. Avant d'étudier la dernière des comédies, la seule qui est immuable, nous prîmes notre pause déjeuner. Au menu de la cantine, steak haché aux bananes pommes du Brésil passé sur le grill et accompagné de frites de radis, compote de légumes assaisonnés au vinaigre de mangue en entrée, et fruits au choix en dessert. Nous avions de la chance, les repas de notre cantine scolaire étaient généreux et variés. Après s'être rempli la panse, une fois de retour en classe, le professeur nous présenta la dernière comédie, celle qui traite du bien et de l'après. Entendez par l'après ce qu'il y a lorsque l'on meurt. Comme nous l'avons vu hier, cette comédie est la seule des 10 qui ne varie pas. En effet, étant en partie l'explication de la finalité universelle, même dans une mouvance interventionniste divine, il serait illogique qu'elle puisse être modifiée. On peut modifier les conditions et les paramètres d'une expérience mais l'on ne va pas en changer son but. Le texte de cette dernière table commençait ainsi, que ceux qui ont trouvé les comédies soient éternels, qu'ils deviennent sur terre nos envoyés. Ils sont les messies en charge de la parole divine. Nous, les dieux, ordonnons à l'humanité d'accepter la volonté de ces derniers et de la respecter au mieux dans la vie de tous les jours. Tels des demi-dieux, ils seront immortels et ainsi à vous tous montreront le chemin. Ils constitueront le conseil des sages, autorité ultime de votre monde, et seront les maçons de l'architecture comédissale. Effectivement, les sages, que l'humanité ne voit que très rarement, sont les mêmes depuis l'an 1 et n'ont pas pris une ride depuis leur découverte des comédies. À cette époque-là, tout ne devait avoir qu'une vingtaine d'années environ, voire moins. Le don d'immortalité qu'ils reçurent du divin leur donnant un statut messianique que la soumission de l'humanité. Ainsi que le professeur nous l'avait introduit la veille, le bien est essentiellement défini par tous les actes visant à réaliser au mieux l'expérience divine, en d'autres termes, l'obédience la plus stricte aux préceptes comédissaux dans le but d'aider les dieux à lever le voile sur leur origine. Pendant la lecture de cette ultime comédie, nous avions donc eu droit à tout un catalogage des actes servant à évaluer la bigoterie d'un quidam et ainsi sa place dans l'après. C'est en étant pieux, c'est-à-dire en respectant la loi comédissale à la lettre, que l'on aide les dieux dans leur quête et que ces derniers nous épargnent des enfers à notre mort. L'au-delà est une dimension atemporelle où les morts deviennent éternels. Cet univers sacré, lui aussi, fruit de la création divine, est constitué de 7 niveaux. Plus l'on s'enfonce dans les niveaux, plus la perpétuité de l'existence devient douloureuse à supporter. Le premier niveau est baptisé le ciel, c'est le paradis absolu auquel tout homme ne peut qu'aspirer, un endroit pur et parfait où la plénitude comble celui ou celle qui y accède pour l'éternité. Bien entendu, seuls les meilleurs d'entre nous, ceux dont la vie a été la plus exemplaire, lesquels ont respecté de la manière la plus étroite possible les préceptes comédissaux, peuvent y prétendre. Il ne faut pas nécessairement faire partie de l'Odyssée ou d'une classe supérieure pour que l'autre rive nous dépose le Styx mène au ciel. Il est juste essentiel de respecter au mieux les comédies et de contribuer ainsi à son échelle à la réalisation de l'expérience divine considérée comme le bien absolu. Ensuite, après le ciel vient l'orage. C'est le second niveau qui emporte le mort vers une résurrection dans un autre corps. Cette seconde naissance annonce dans la plupart des cas une existence beaucoup plus dure que la précédente afin de tester la piété du sujet. Si malgré tout, il arrive à mener une vie irréprochable, il se verra ouvrir les portes du ciel. Sinon il sera envoyé dans l'un des enfers. Il faut savoir par ailleurs qu'en mourant, peu de personnes arrivent dans l'orage car la limite entre les mondes de Géhenne et le ciel est mince. Le niveau 3, le premier enfer, se nomme le malheur. C'est un monde de désolation où les morts sont condamnés à errer éternellement. Comme vous l'avez compris, plus la personne s'est éloignée des comédies dans sa vie, plus profond sera le niveau des enfers. Par ailleurs, à chaque descente supplémentaire, le niveau du dessous garde les caractéristiques de celui du dessus et y ajoute les siennes. Ainsi, le second enfer, l'aversion,
faites de ce monde de ruines un suintement de peur, de haine et d'écœurement. Le troisième, quant à lui, la défaite, ajoute à cette potée insipide et inodore le goût de l'échec permanent, tel un dernier coup de pelle dans le cimetière du plaisir. L'injustice, le quatrième enfer, érige des règles et des lois iniques et attentatoires. C'est une noyade insoutenable dans la buée à la déraison. Enfin, le pire des purgatoires, celui réservé au pire des criminels, le supplice, rajoute au reste des enfers, la souffrance physique, individuelle et éternelle. Afin de vous représenter le supplice, personne au monde ne serait suffisamment sadique et violent pour décrire cet ultime calvaire. Voilà, nous venions d'en découdre avec cette comédie immuable et terrifiante. Le professeur arrêta le cours et le directeur de l'Églole entra dans la salle. Personne ne parlait, impressionné que nous étions par son charisme. Nous n'avions pas été avertis de cette visite et pourtant un cérémonial se mettait en place. Nos camarades plus âgés nous avaient parlé d'une surprise à la fin du cours sur les comédies, mais je ne m'attendais pas à cela. 2 assistants du directeur lui emboîtèrent le pas en portant chacun des piles de livres. Ils commencèrent à les installer sur des tables annexes à côté du tableau noir, et pendant ce temps le directeur en profita pour faire une annonce. Mes chers élèves, vous venez de passer une étape importante, je dirais même fondamentale, de votre vie. À présent, vous êtes conscient des comédies et de leur contenu qui vous a été si brillamment présenté par le professeur Patin. Vous connaissez donc vos droits et vos devoirs ainsi que le sens de votre existence. Ne perdez jamais cela de vue et appliquez-le dans votre quotidien car dorénavant les dieux qui nous observent tous vous considèrent comme éveillés. J'imagine que vous comprenez ce que cela signifie et implique, n'est-ce pas? Quelqu'un peut nous expliquer, jeune fille, je vous en prie. Et qui eut l'immense privilège de répondre au directeur, Alison se leva promptement, si fière de montrer au dirlo qu'elle connaissait son cours sur le bout des doigts. Celui-ci l'invita à venir à côté de lui, ce qu'elle fit, un grand sourire aux lèvres, elle balaya rapidement la classe de son regard pédant. Quand elle croisa celui d'Arjuna, elle fit une grimace qui provoqua une franche rigolade au sein du groupe. Le directeur était plutôt sympa, il nous demanda avec flegme de l'écouter dans le calme. Alison prit la parole. En effet, monsieur le directeur a déjà été très clair. Jusqu'à Espatium dernier, nous savions évidemment que les comédies existaient mais nous ne connaissions pas leur contenu. Nous n'avions donc pas de réelle obligation envers les dieux. De fait, nous ne pouvions pas souffrir leur châtiment, et l'évaluation de notre comportement définissant notre destination dans l'après n'avait pas commencé. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme des êtres éveillés et donc responsables de nos actes. Si nous ne respectons pas les comédies, nous devrons en assumer les conséquences. Je te remercie jeune fille, tu peux aller te rasseoir. Le chef de l'Églole nous présenta ensuite les livres qui allaient nous être distribués par ses assistants. C'étaient en fait les comédies dans leur intégralité, traduites dans notre langue, l'English. Mes chers enfants, le livre des comédies doit rester pour l'ensemble de votre vie la référence pour mener à bien cette dernière. Je vous conseille vivement de le lire et de l'apprendre au plus tôt. Si jamais vous avez des questions, votre professeur ou votre ramam sera toujours là pour vous conseiller. Chaque année, au cours du premier mois, s'il y a eu du changement dans les comédies, l'ODC vous fournira, comme elle fournit déjà à toute la population, un nouvel exemplaire des textes divins. Il nous appela ensuite un par un pour nous remettre notre ouvrage personnel tout en faisant le signe sacré du Pentagone à chaque fois. Après la remise des comédies, l'équipe du directeur se retira et notre professeur ne nous accorda pas de pause car nous avions quasiment fini. Pour conclure cette séance, il nous donna une illustration du déicien par des phrases de construction simples. Même si cette langue n'était pas du tout étudiée, cela faisait partie de notre programme de connaître des bribes du langage divin. Patin ne nous fournit pas un échantillon des comédies car leur traduction aurait été trop ardue. Nous nous contentions donc de phrases simples en déicien. Par exemple, j'ai faim se traduit, phonétiquement, par Fadivuta-om. Sur le même principe, nous avions traité une dizaine de cas du même Maccabi. Toutefois, et c'est là que cela devient intéressant, j'arrivais à traduire ces phrases avant même que nous ne le fassions en classe. Ce langage me paraissait familier. À dire vrai, j'étais presque convaincu qu'il était identique à celui de notre aventure forestière, il y a 2 jours de cela. Dans toute cette histoire,
Le plus incompréhensible fut que ma traduction était totalement différente de celle du professeur. Je comprenais ce que je lisais mais ces phrases n'avaient aucun sens. Je me voyais tel l'empire de Violette, j'avais la même fonction traductrice mais j'étais en quête de sens. Aussi absurde paraissait-elle, ces phrases venaient de me montrer une alternative dans la destinée que me présentaient les Glolls. Elles m'indiquaient clairement qu'il se cachait au sein même de l'autorité absolue un contre-pouvoir à explorer voire à exploiter. Allais-je être apte à rétablir une harmonie ici-bas? Je n'avais pas la réponse mais seulement la conviction d'essayer.